Bienvenue à tous au 8e webinaire de la série Mentorabilité Canada. Mon nom est Renaud Michel Haché et je serai votre animateur aujourd'hui. Cette série est axée sur l'évolution de l'intégration de la main-d'œuvre canadienne. Bien que les concepts de diversité et d'inclusion touchent plusieurs groupes importants au Canada, notre série nationale est axée sur les citoyens en situation de handicap et met en évidence les répercussions qu'ils ont sur les histoires de vie, les identités et les expériences qui se chevauchent. Cette série de webinaires gratuits a débuté en août 2020 et se poursuivra jusqu'en janvier 2021. Nous avons couvert un éventail de sujets, notamment le cadre stratégique essentiel pour les milieux de travail inclusifs, le retour sur l'investissement en lien avec l'accommodement en milieu de travail, des stratégies pour entretenir de véritables relations au travail, le mentorat comme voie novatrice pour l'exploration de carrière, l'évaluation des pratiques inclusives, le mouvement plus vaste pour faire progresser l'inclusion et une définition complète et totale de l'accessibilité. Si vous avez manqué un des webinaires, veuillez écrire à belinda@supportedemployment.ca, l'adresse sera inscrite, pour recevoir accès à ces archives. Aujourd'hui, nous parlerons du handicap invisible en organisation. Lors de chaque webinaire, nous accueillons un conférencier expert ou un leader d'opinion pour qu'il ou elle puisse partager ses idées, ses conseils et ses ressources. Aujourd'hui, notre leader d'opinion est Charles Lapierre. Nous sommes honorés d'accueillir Charles Lapierre, notre leader d'opinion. Plus de 150 personnes se sont inscrites, soit pour participer au webinaire en direct ou pour écouter en différé. Vous remarquerez donc que vous êtes en mode silencieux afin que tous puissent profiter de la meilleure qualité audio possible. Si vous avez une question, vous pouvez la poser en cliquant sur la boîte Q&A en bas de votre écran. Nous avons prévu du temps pour répondre à plusieurs de ces questions plus tard dans le webinaire. Toutefois, n'hésitez pas à les écrire à tout moment pendant la présentation. Surveillez aussi la zone de clavardage. Nous y mettrons des liens importants pendant la présentation. Vous recevrez, après la présentation, dans lequel il y aura un courriel. Vous recevrez un courriel dans lequel il y aura le document PowerPoint, les liens que nous avons indiqués dans le clavardage et le lien de la rediffusion si vous voulez réécouter la présentation. Un très grand merci à Micheline, notre interprète en langage signé du Québec du jour, ainsi qu'à Nicole qui s'occupe du sous-titrage codé. Un merci tout spécial à Charles Lapierre, notre conférencier invité du jour, et ma co-animatrice Marussia Paradis. Cet événement vous est présenté par l'ACSE, l'Association canadienne du soutien à l'emploi, et nous sommes heureux de célébrer cette année notre 25e anniversaire. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'ACSE, est un réseau national dédié au soutien de nos organisations membres pour améliorer l'intégration en emploi des personnes en situation de handicap. C'est également, en grande partie, grâce à l'initiative Mentorabilité Canada que la série de webinaires est rendue possible. Mentorabilité Canada est une initiative nationale axée sur l'amélioration de la situation économique et du bien-être social des personnes en situation de handicap. Et cette amélioration de la situation, elle fait par l'augmentation de l'accès aux occasions de mentorat et d'intégration à l'emploi. Alors, nous sommes aussi très enthousiastes de pouvoir aider les employeurs à mieux comprendre ce qu'est une main-d'œuvre inclusive. Alors, il me fait plaisir de vous présenter Charles. Charles Lapierre est candidat au doctorat en psychologie du travail et chercheur affilié. Son développement d'expertise repose dans l'inclusion en emploi des personnes en situation de handicap. Marussia est coordonnatrice provinciale pour le projet Mentorabilité au Québec et agente de projet chez Sphère. Elle est dans le milieu de l'emploi pour les personnes en situation de handicap depuis plus de 12 ans. Alors, je laisse la parole à Charles.
Merci beaucoup, Renaud. Donc, on m'entend bien, j'espère. Bonjour, mon nom est Charles Lapierre. Comme Renaud a dit, je suis candidat au PhD en psychologie du travail. Puis, puis aujourd'hui, je viens vous parler de l'inclusion en emploi, en gros, des personnes en situation de handicap invisible. Sous différents aspects, je vais commencer par d'abord vous parler c'est quoi le handicap invisible, puis pourquoi on a intérêt à en parler en organisation. Je vais d'abord commencer avec la sous-représentation des gens qui sont issus de cette population-là en emploi, pour ensuite parler un peu c'est quoi, dans quel contexte cette sous-représentation-là s'inscrit, puis on va ensuite sauter sur c'est quoi les stratégies actuelles au Québec, surtout qu'on met en place pour favoriser l'inclusion de ces personnes-là au travail, puis comment ça se fait que malgré les stratégies qu'on a, les gens sont encore, ou les gens en situation de handicap invisible sont encore sous emploi et de loin une des populations les plus sous-employées au Québec, là, avec les personnes des peuples autochtones. Ensuite, inquiétez-vous pas, on va vous laisser sur des pistes de réflexion avec Marucia, ma collègue, qui va vous présenter des exemples pratiques, des histoires à succès un peu où l'organisation a été remodelée de manière à inclure des personnes qui ont un handicap invisible. Question de montrer que c'est possible et même que c'est très avantageux pour tous. Puis ensuite, on va finir ça avec un petit résumé de la chose pour vous laisser partir là-dessus. Donc, commençons. Le handicap invisible en emploi, qu'en est-il? Commençons avec le sous-emploi des personnes qui ont un handicap en général. J'imagine que la plupart des personnes dans l'audience ici connaissent un peu les statistiques. Sinon, les voici en général. Simplement, les personnes qui ont un handicap au Québec sont sous-représentées en emploi. Je parle, par exemple, d'un taux d'emploi de 56 pour les personnes qui ont un handicap versus un taux d'emploi de 79 pour les personnes sans handicap. Puis là, je parle de handicap général. Les personnes aussi qui ont un handicap vont souvent avoir moins de promotion une fois à l'emploi, puis vont occuper moins souvent des postes professionnels. Et ça, même s'ils sont autant formés que les autres personnes. Ensuite de ça, le taux de roulement souvent est plus élevé chez les gens qui ont un handicap, malheureusement, ou qui sont dans une situation handicapante. Les personnes en situation de handicap invisible, leur représentation d'emploi est encore plus faible que lorsqu'on parle de handicap en général. C'est quoi le handicap invisible? C'est une condition qui peut être physique ou psychologique qui va avoir des manifestations qui sont peu ou non perceptibles. Ça veut dire ça que la personne qui vit une situation handicapante va devoir le dire dans la littérature. Il y en a qui vont appeler ça un coming out dans la littérature anglaise. On doit dire qu'on a un handicap. Puis ça fait en sorte, par exemple, que souvent, il y a plus de préjugés à l'égard des handicaps invisibles parce qu'on est moins exposé à ça. Mais aussi, ça va faire en sorte qu'il y a des obstacles supplémentaires en organisation là, pour inclure ces personnes-là. Quelques exemples d'handicap invisible, il y a le handicap sensoriel, par exemple, comme les baisses de vision, tout ce qui va être auto-immunitaire, comme le VIH, qui peut être très handicapant. Il y a les douleurs chroniques, migraines, maux de dos aussi, ça va entrer là-dedans. Tout ce qui est cognitif, comme le TDAH, qui est de mieux en mieux connu aujourd'hui. Puis, il y a aussi tout ce qui va être psychologique. On parle d'anxiété, d'anxiété de performance, même d'épuisement professionnel. Ça va entrer dans une définition du handicap invisible. Ces personnes-là ont des obstacles supplémentaires à l'emploi, comme par exemple les préjugés, comme j'en ai parlé un petit peu, parce qu'on est moins exposé à ça. Puis, ça va faire en sorte qu'ils ont un taux de chômage pouvant aller jusqu'à 90 ça, c'est des statistiques de Statistique Canada. Il va y avoir les références à la fin aussi, là, si vous voulez jeter un coup d'œil à tout ça. Versus un taux de chômage pour les personnes qui ont un handicap visible de 65 puis un taux de chômage de 5 pour les personnes qui ne sont pas dans une situation handicapante. Évidemment, ces statistiques-là, c'est avant la COVID. Ceci étant dit, il y a plusieurs études qui démontrent actuellement que
une fois que l'économie va être relancée dans l'optique d'un vaccin, ces statistiques-là vont revenir. Là, la problématique ne va pas être réglée comme ça. Ce qui m'amène un peu à mon prochain point. Dans quel contexte on parle de ces statistiques-là? Puis on va voir aussi que dans certains contextes, ces statistiques-là sont d'autant plus surprenantes, en fait, parce que actuellement, évidemment, on est en pénurie de main-d'œuvre, on en parle beaucoup, puis ça, c'est une réalité pour les 10 prochaines années, encore une fois, dans l'optique où l'économie repart. Et même si les personnes qui ont un handicap invisible sont autant formées que la population générale, les statistiques restent les mêmes et ils restent en sous-emploi. Quand je parle de pénurie de main-d'œuvre, voilà quelques chiffres. Il y a 1,4 million de postes qui vont être à pourvoir dans les 10 prochaines années et seulement 76 % de ces postes-là vont être pourvus par les jeunes et les immigrants, qui sont deux populations sur lesquelles on met beaucoup d'espoir pour pallier à cette pénurie de main-d'œuvre-là. Ça fait qu'il reste 24 % encore de main-d'œuvre qu'on n'aura pas. Puis, de manière très intéressante, 50 % des personnes en situation de handicap invisible ont une éducation postsecondaire versus 58 % pour la population générale, ce qui n'est pas une différence significative. Ça veut dire que ces gens-là sont là et on a tout avantage à les inclure en emploi. Pourtant, les statistiques restent les mêmes. Un autre contextualisation, c'est le fait qu'on a évidemment une responsabilité législative au Québec envers l'intégration sociale des personnes qui ont un handicap. Ici, j'utilise le terme personnes handicapées parce que c'est le terme qui est utilisé beaucoup par justement les législations et tout encore aujourd'hui. Puis, même si on sait que le travail est un vecteur d'intégration sociale hyper important, les personnes, encore une fois, en situation de handicap invisible, restent sous emploi. Quand je parle de responsabilité sociale, je parle entre autres de la Convention collective du droit des personnes handicapées à un niveau provincial et le décret des Nations unies qu'on a signé pour l'intégration sociale des personnes en situation de handicap. Donc, on a une responsabilité sociale au niveau mondial et provincial au Québec. Et on sait que le travail, évidemment, est une source de fierté ou peut être une source de fierté et d'autonomie et surtout de participation sociale active, en plus d'être une source de bienfait là, pour les personnes en situation de handicap invisible. Malgré qu'on sache ça, ces personnes-là restent sous emploi. Puis ça m'amène un peu à notre deuxième thématique aujourd'hui. C'est quoi les stratégies qu'on met en place au Québec en ce moment? Puis, c'est où que ça bloque? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Pourquoi les statistiques restent les mêmes, même si on a le contexte de pénurie de main-d'œuvre, même si on a signé des décrets, même si on a une responsabilité sociale? Et même si on sait que ces personnes-là pourraient être un palier ou un levier de solution pour pallier, par exemple, à la pénurie de main-d'œuvre. L'an dernier, avec Sphère Québec, j'ai fait un mandat de consultation où on a décidé d'aller creuser un petit peu cette question-là. Puis on voulait savoir c'est quoi les types de services qui sont offerts au Québec pour les employeurs, pour les personnes en situation de handicap invisible. Fait qu'on a décidé d'aller voir des gens du terrain, de se dire, OK, on va aller chercher le plus de perspectives possible pour savoir sont où les trous de service, qu'est-ce qui manquerait, puis c'est quoi la prochaine bonne étape à faire pour l'inclusion des personnes qui ont un handicap invisible dans ce cas-ci. Donc, on est allé voir 30 organismes qui étaient membres et non membres du ROSEF. Le ROSEF, pour ceux qui ne savent pas, peut-être, c'est le regroupement des organismes spécialisés en emploi pour les personnes handicapées. Donc, il y a 23 organismes, là, ou 24 maintenant, qui sont chapeautés par le ROSEF et qui se spécialisent en inclusion en emploi. On est allé voir 6 firmes de consultation dans le domaine privé qui travaillent en gestion de la diversité, incluant justement la neurodiversité. Les gens du comité consultatif des personnes handicapées pour l'inclusion en emploi, sur lequel siègent des employeurs, des personnes en situation de handicap, je ne me trompe pas, des directeurs, directrices d'organismes spécialisés en emploi, etc. Et ensuite, on est allé voir aussi des représentants de programmes fédéraux et provinciaux qui sont offerts aux employeurs, soit directement ou indirectement, pour favoriser l'inclusion en emploi des personnes en situation de handicap. Bref, avec toutes ces perspectives-là, on a fait, côté recherche, un peu une analyse thématique pour aller voir un peu c'est quoi les sujets qui ressortaient. Puis, on était capable de classer un peu le tout en 5 catégories qui sont évidemment très généralisées, mais qui résument assez bien c'est quoi les types de services qui sont offerts. Le premier,
type de service, ça va être le soutien à l'aide financière. Soutien à l'aide financière, ça va être de soutenir, par exemple, l'employeur ou la personne en situation de handicap pour aller chercher de l'aide financière pour soit des accommodements, payer une partie du salaire de la personne selon ses capacités. On va aussi aider les employeurs et les personnes en situation de handicap à remplir ces formulaires-là et tout, ce qui est très important et très nécessaire. Tout ce que je dis ici aujourd'hui, d'ailleurs, c'est vraiment tous les programmes que je présente, c'est des programmes qui sont nécessaires. Puis le but, c'est vraiment d'aller voir, OK, qu'est-ce qui me manque, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme employeur, par exemple, pour aller pallier au trou, au manque, dans le fond, des services qu'on offre, là. Ensuite de ça, au Québec, les organismes offrent des analyses de postes, aide à la mise en place d'accommodements, par exemple. On va avoir des professionnels qui peuvent aller sur place pour faire les accommodements, supporter la personne en situation de handicap pour s'acclimater à son milieu de travail. On peut avoir recours à des ergothérapeutes, par exemple, pour les chaises et tout, la façon qu'on va mettre l'ordinateur, mais on peut aussi avoir recours à des médecins même qui vont pouvoir donner un diagnostic. Ensuite de ça, le diagnostic va pouvoir être utilisé pour avoir accès à de l'aide financière là, selon le besoin. On va avoir aussi de la référence de candidats. C'est super, c'est des beaux programmes qui font ça. Ils vont faire des analyses de profil, des compétences des candidats et des suggestions de candidats aux entreprises selon les affichages de postes X, Y, Z dans les différents bassins là, d'emploi. Ensuite de ça, il va y avoir de l'accompagnement qui va être offert aussi, donc un suivi de l'employé avec l'employeur dans le milieu de travail selon le besoin, que l'employeur peut appeler et dire « Bonjour, je ne sais pas trop quoi faire au niveau de cet accommodement-là, qu'est-ce qu'on peut faire? » Donc, on va avoir un soutien à ce niveau-là. Dernièrement, on va avoir de la sensibilisation et de la formation ou de l'information, j'aime mieux dire, parce qu'on a beaucoup de programmes au Québec qui vont viser à sensibiliser, à informer l'employeur, par exemple, et la population, mais ce ne sera pas nécessairement des programmes de formation si on utilise la définition de formation où on a un transfert de compétences, un transfert de connaissances qui est analysé et tout ça. Puis, on a aussi, dernièrement, au Québec, on exclut la personne qui parle, c'est le ROSEF d'ailleurs, que ce service-là, le service conseil aux employeurs, qui est un service conseil qu'on a accès pour avoir un aide direct et être dirigé au bon endroit selon le besoin. Ça, c'est vraiment en gros, puis c'est général. Évidemment, là, ça va varier un petit peu. Puis, on se rend compte, c'est des beaux programmes, c'est des initiatives extraordinaires. Et donc, la question se pose, pourquoi il y a encore un sous-emploi qui est aussi flagrant au Québec, au Canada même, parce que les statistiques sont vraiment similaires au Québec et au Canada. Cependant, les programmes que j'ai présentés, c'est surtout au Québec. Donc, il y a où le problème? Un des constats qu'on a fait lors de ce mandat-là, c'est que les services qui sont offerts actuellement considèrent peu les obstacles systémiques et les obstacles comportementaux. Bon, obstacles systémiques, je sais, on est tanné de l'entendre, le mot systémique, mais reste que c'est un mot très utile dans cette optique-là, encore une fois. Les obstacles systémiques, c'est les obstacles qui sont générés par les politiques et les pratiques et procédures organisationnelles, par exemple, qui vont établir, donc, qu'est-ce qui est dans le système qui va établir une discrimination à l'égard de personnes en situation de handicap invisible? Ça peut être aussi simple qu'un procédé de dotation ou un affichage de poste qui ne va pas être accessible à une personne qui a un handicap invisible ou à une distribution des tâches qui crée une situation handicapante pour quelqu'un qui fait de l'anxiété de performance, par exemple. Les services offerts considèrent peu aussi les obstacles comportementaux. Ça va être les obstacles qui sont générés par les idées préconçues en ce qui concerne le handicap. Tantôt, je l'ai dit, le handicap invisible, les personnes en situation de handicap invisible font face à d'autant plus d'obstacles parce qu'on est moins exposé à cette réalité-là, on ne la voit pas. Et puis, il va y avoir plus de préjugés et tout ça. Puis, ces obstacles-là en emploi, les services qui sont offerts ne sont pas nichés là-dedans. Puis, on est encore en train de gratter un peu la surface de ces obstacles-là, de comment on peut les surmonter. Ensuite de ça, les intervenants, en général, qui agissent auprès des employeurs, sont généralement formés dans des métiers d'aide. Encore une fois, c'est nécessaire. Ceci étant dit, ça fait que les modèles d'intervention vont souvent être axés sur la personne qui a un handicap et non sur le soutien à l'employeur, sur les processus organisationnels, sur les obstacles comportementaux, sur les obstacles systémiques. Ça fait en sorte que la majorité des services et des programmes qui sont offerts vont viser l'accompagnement de la PSH,
la personne en situation de handicap, désolé. Puis, ça fait qu'il y a un gros processus de responsabilisation de cette personne-là qui se fait et un petit processus de responsabilisation des milieux de travail et donc peu de stratégies qui visent à soutenir directement l'employeur. Donc voilà. Et pour conclure, ce qu'on a retiré de ce mandat-là, puis c'est aussi la question, c'est ma question de recherche de thèse en ce moment aussi, ou mon objectif de recherche, c'est qu'il faut accentuer le développement des stratégies qui ont pour objectif non seulement l'employabilité de la personne en situation de handicap invisible, ce qu'on fait très bien, je pense, au Québec. Évidemment, il y a toujours place à l'amélioration, mais aussi la diminution de situations handicapantes dans les milieux de travail. À cette heure, comment est-ce qu'on fait ça? Parce que je ne veux pas vous laisser dans la barre comme ça. Comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il y a des possibilités. Encore une fois, on peut utiliser les services puis faire preuve de créativité. Justement, Marucia, ma collègue, va vous présenter 2 cas où des employeurs ont fait preuve justement de flexibilité et tout ça et ont su créer un milieu inclusif et prendre avantage de cette main-d'œuvre-là qui est très accessible au fond. Donc, Marucia, je te laisse la parole. Parfait. Merci, Charles. On m'entend bien, j'espère. Donc, merci. Très, très heureuse d'avoir été invitée par Charles, de pouvoir partager un petit peu mon expérience dans le domaine. Je vais effectivement vous parler d'exemples réels. Sachez toutefois que, bien sûr, j'ai changé le nom, j'ai changé le nom de la compagnie pour la confidentialité, mais c'est vraiment 2 beaux exemples qu'on voit que c'est les employeurs qui ont fait une différence par les initiatives des employeurs. Donc, premièrement, on va parler du cas de Thomas chez Cabane en Roi. Si on pense à Thomas, en passant, à chaque fois que je me pratiquais, je l'appelais tout le temps Simon. Donc, c'est le même garçon si je redis ce nom. Thomas, dans le fond, c'est un jeune homme qui a toujours été très, très volontaire, qui a toujours travaillé très, très fort pour obtenir ce qu'il voulait ou ce qu'il avait besoin. Puis, malgré des difficultés à l'école, il a réussi finalement à obtenir un diplôme de dessinateur industriel. Par contre, parmi les défis de Thomas, comme tout le monde, il y a des défis. Lui, dans le fond, il avait un trouble du spectre de l'autisme et pour lui, un des défis était l'adaptation au changement, mais également l'adaptation au niveau des communications. Ceux qui connaissent un peu les troubles du spectre de l'autisme savent que souvent, c'est un défi. Donc, on parle de communication tant générale, par exemple, recevoir un message, recevoir des consignes, que, par exemple, ce qu'on dirait les communications sociales, le chit-chat, les conversations de couloir, etc. Pour lui, c'est un petit peu difficile. Donc, si on revient officiellement à l'emploi, Charles, bon, un autre nom, Thomas a eu un stage d'études, dans le cadre de ses études, en fait, avec Cabane en Roi, puis est embauché après, en fait, avec la volonté de l'employeur, bien sûr. Puis l'employeur, par lui-même, a décidé de prendre plein d'initiatives pour que ça se passe bien, tant pour Thomas que pour l'équipe. Premièrement, il y a, on pourrait dire, un gros point au niveau du soutien qui ont été cherchés et surtout qui ont accepté des professionnels, dont la conseillère en emploi de Thomas. Ils ont été très ouverts à leurs conseils, à leurs recommandations. Puis d'ailleurs, ils ont eu régulièrement des communications avec elle, même quand ça se passait bien, vraiment pour prévenir que tout se passe bien. Donc, ils ont montré une ouverture, puis ils disaient coach-nous, donne-nous des trucs. Donc, ça montrait une belle ouverture et ça l'a beaucoup aidé de commencer dans ce contexte d'ouverture-là à changer peut-être leur pratique, justement. Ensuite, je ne l'avais pas mis en ordre, mais j'ai envie d'en parler. Ça a vraiment été très, très aidé par le fait que l'équipe a accepté Thomas tel qu'il était. En plus du coaching de la conseillère, mais également de dire, ben pour Thomas, d'aller dîner avec nous tous les jours, c'est pas dans ses forces parce qu'il ne sait pas quoi dire, surtout au début. Hein, on parlait d'adaptation au changement. Donc, vraiment, pour lui, les communications, c'est difficile. Aussi, je pense qu'il est bête parce que je suis un neurotypique, donc une personne sans trouble du spectre de l'autisme. C'est probablement pas le cas. C'est juste relié à Thomas. Puis, au fur et à mesure, il y a eu vraiment un beau climat qui s'est installé. Donc, ça l'a vraiment, voilà. Donc, prendre position organisationnelle face aux différences, ça fait partie de ça. Donc, aussi,
il y avait le fait que l'entreprise a décidé d'adapter l'horaire de travail de Thomas. En général, un dessinateur industriel travaillait, disons, 9 à 5, mais il réalisait qu'à partir de 3h30, 4h, puis ça, ils l'ont vu dans le stage, Thomas, au niveau de la capacité de précision, de la concentration, c'était rendu vraiment difficile pour lui. Puis la direction a dit, ben, qu'est-ce que ça change qu'en 4 et 5, il n'y ait pas de dessinateur ou qu'il n'y ait pas de nouveau plan qui se fait? Ça se rattrape le lendemain, ou au pire, bien sûr, des membres de l'équipe pouvaient prendre le relais. Donc, c'était naturel d'adapter l'horaire pour ce nouvel employé-là. Donc, on voit vraiment que ça a, vous n'êtes pas surpris, plusieurs bons impacts sur l'équipe. Premièrement, une grande connaissance sur le TSA, qu'est-ce que c'est, les différences. Et cette adaptation-là à ce nouvel employé-là donne un sentiment d'adaptabilité de l'équipe pour d'autres nouveaux employés, par exemple. Bien sûr, je l'ai dit, amélioration des communications à l'interne, tout le monde mettait des choses en place, peut-être des outils visuels et tout, puis finalement, ça pouvait être pratique pour le reste de l'équipe aussi. Entre autres, Thomas, il avait des difficultés avec les grosses lumières néons, fait qu'ils avaient ajusté, puis je pense que tout le monde aimerait ça, avoir moins de néons dans leur bureau. Puis finalement, augmentation de la cohésion d'équipe pour aider Thomas. Tout le monde s'est mis ensemble pour l'aider, pour l'accueillir, fait que ça faisait vraiment améliorer l'ambiance d'équipe. Donc, si on pense aux retombées organisationnelles, création d'un sentiment de fierté organisationnelle via l'accomplissement d'une responsabilité sociale. C'est-à-dire, nous, comme entreprise, comme équipe, comme employés, nous disons oui à l'inclusion. Donc, vous voyez, je suis un petit peu déjà vendue. Donc, voici pour ce qui est de Thomas chez Cabanon Roy. Ensuite, on a l'exemple d'Annie, qui c'est complètement différent parce que je pourrais carrément dire l'exemple de DVB. Dans le fond, ça s'est passé en amont pour DVB. DVB, comme je vous dis, c'est une entreprise demandant en général un très haut niveau de spécialisation. C'est très technique comme entreprise et en plus, ça demande souvent des autres études. Puis, par contre, il y a une équipe de DVB qui a dit oui, mais nous, on veut quand même encourager l'embauche des personnes qui ont certains défis. Peut-être qu'ils ne pourront pas faire les mêmes tâches que nous, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, ils ont, en sortant du modèle habituel d'embauche, ils ont été chercher le soutien de services d'emploi, de professionnels de la main-d'œuvre pour finalement déterminer comme solution qui pourrait créer une offre d'emploi sur mesure. Puis finalement, ça a été une offre d'emploi avec différentes tâches administratives que tous et chacun faisaient de leur côté. Donc, dans ce cas-ci, ils ont été en entrevue, comme d'habitude. Puis finalement, ça a été Annie qui a été sélectionnée. Annie, une jeune femme avec une déficience intellectuelle légère qui avait besoin dans ses défis de beaucoup d'encadrement. Partant de là, l'équipe qui avait décidé d'embaucher Annie, qui s'était adaptée, a premièrement eu quelques bonnes initiatives. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais vous en parler de 2 principales. C'est premièrement, ils ont été encore une fois chercher l'accompagnement d'un professionnel, surtout de la conseillère en emploi d'Annie qui la connaissait par cœur. Ça faisait longtemps qu'elle travaillait avec elle, donc elle connaissait les défis, les difficultés. Puis, se sont assurés que l'emploi soit accueillant, qu'elles se sentent accueillies. Emploi accueillant, oui, puis adapté, c'est le mot que je cherchais. Ensuite, ils ont aussi nommé, ce qui est vraiment bien, c'est que souvent dans des formations, il y a différents employés qui font différentes choses pour aider à la formation, tandis que dans le cas d'Annie, ils ont nommé une personne qu'on a surnommée le champion. Donc, Annie, elle avait des questions à se référer à son champion. Il y avait des nouvelles tâches à lui donner, à lui montrer, à se référer au champion. Donc, ça se passait vraiment. Il s'occupait de l'accueil, il s'occupait du confort d'Annie, de répondre aux questions, comme je vous disais, d'être disponible. Donc, pour elle, il n'y avait pas d'adaptation à tous et chacun. Donc, ça l'a vraiment beaucoup aidé. Donc, voilà. Il y avait aussi une adaptation d'horaire, mais je ne veux pas répéter un peu ce qui a été dit, mais encore une fois, les adaptations d'horaire, qu'est-ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas de... C'est pas très coûteux. Il n'y a pas de grandes adaptations à faire et tout. Donc, souvent, c'est un bel exemple d'adaptation. En termes d'impact sur l'équipe, bien, premièrement, vous ne serez pas surpris que ça a amélioré le climat de travail, tant parce que, premièrement, je me suis fait dire, parce que j'étais dans le dossier, je me suis fait dire qu'Annie était un sourire sur 2 pattes. Donc, elle rendait vraiment l'équipe de bonne humeur. Les gens étaient contents d'aller travailler le matin. Puis, en plus, il y a des membres de l'équipe qui m'ont dit, mais tu sais, Marcia, moi, ça faisait longtemps que j'avais ces tâches administratives-là
qui faisait que j'avais moins de temps pour pourquoi je t'ai payé, tu sais. Donc, c'est vraiment le fun de réaliser qu'en créant ce nouveau poste-là, bien, ça l'allégeait un peu les tâches de plusieurs. Puis, bien sûr, l'initiative, bon, comme je vous disais, ça venait d'une équipe d'une grosse entreprise et ça a inspiré d'autres équipes. Donc, on a vu un mouvement, une mouvance d'inclusion. Puis les autres équipes disaient, hey, moi aussi, je vais engager quelqu'un, moi aussi, je vais engager quelqu'un. Donc, ça servait vraiment, vraiment d'exemple. Finalement, si on pense aux retombées organisationnelles, on parlera de création d'un sentiment d'appartenance envers une organisation inclusive. Puis je sais que Charles va faire du pouce là-dessus, comme on dit, mais c'est vraiment de dire, moi, je suis dans une entreprise qui est en phase avec mes valeurs. Puis il paraît que ça peut être vraiment intéressant pour, pour les nouveaux employés, la main-d'œuvre potentielle, d'avoir une entreprise qui est inclusive. Donc, je te repasserai la parole, Charles. C'était mes 2 exemples réels, vraiment venant des exemples réels. Merci beaucoup, Marucia. C'est vraiment apprécié. Je tiens à mentionner que Marucia a accepté de participer avec moi là, à titre de presque bénévole, disons-le comme ça. Fait que merci encore. Je vais essayer de faire un wrap-up. J'ai vu qu'il y avait déjà des questions super intéressantes, là, entre autres par Brett, Linda et Hortense. Je vais essayer d'y répondre à la fin si vous êtes toujours là. Mais je vais essayer d'y répondre quand même parce que je pense que de manière générale, c'est vraiment pertinent. Pour un peu wrap-up tout ça, puis en essayant d'utiliser les cas de Marucia, une des premières choses que j'aimerais dire, c'est que on vise dans, par exemple, mon projet de recherche ou avec SPHER ou les organismes, visent une espèce de situation organisationnelle désirée et qui est évidemment désirable. On veut mettre au travail une main-d'œuvre qui est qualifiée, qui pourrait offrir une solution à la pénurie de main-d'œuvre et qui pourrait avoir aussi beaucoup d'autres impacts. Puis ça, quand on parle d'inclusivité, ce concept-là est extrêmement important. Puis je vous parle d'une perspective de psychologie organisationnelle. Puis, je pense que dans un monde idéal ou de manière désirée, on veut créer un milieu inclusif en général dans nos organisations. Puis, on l'a vu, qu'en incluant des personnes en situation de handicap invisible, avec les cas de Marucia, ça peut mener à des impacts qui sont non seulement viables pour les personnes qui vivent en handicap, mais aussi pour toute l'organisation en soi. Puis là, on parle de thématiques qui sont particulièrement importantes de nos jours. Par exemple, un sentiment de fierté d'appartenance. Je vais faire des petits liens, puis je vais m'amuser un peu, mais les gens de ma génération, ce sentiment de fierté-là et d'appartenance pour une organisation est d'autant plus important. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'études qui le démontrent. Les milléniaux en organisation, pour rester, il faut qu'ils soient fiers de leur organisation. Il faut qu'il y ait un aspect social, il faut qu'il y ait une espèce de combat, de manière générale, évidemment. Puis, d'inclure les personnes en situation de handicap, d'avoir un milieu inclusif, c'est connu pour générer ce sentiment-là. On l'a vu avec les cas de Marucia. Et donc, ce n'est pas seulement bon pour ces personnes-là, mais c'est bon pour la fidélité à l'entreprise, l'envie de rester, là, ce sentiment de fierté-là, puis tout ça. Puis si j'ai besoin de parler comme Emiliano, moi, une organisation qui est inclusive me donne beaucoup plus le goût de travailler là, puis me rendrait fier aussi, je pense. Il y a aussi, dans la création d'un milieu inclusif, une meilleure cohésion d'équipe, veut pas, qui finit par se créer avec une meilleure créativité et un esprit plus innovant des membres, parce que quand on a accès à d'autres perspectives, quand on a une main-d'œuvre diverse, puis on l'entend souvent, mais ça inclut les personnes en situation de handicap invisible, c'est quand on a une main-d'œuvre diverse, notre réalité est confrontée à des réalités différentes, des perspectives différentes, puis ça nous force à nous re-questionner. Puis quand ce re-questionnement-là est fait dans un milieu inclusif, dans un espace, un safe space, comme on dirait beaucoup en anglais, c'est le contexte idéal pour l'innovation et la créativité. Le dernier terme, qui est probablement un de mes préférés, c'est que ça amène l'entreprise à se flexibiliser, autant au niveau des équipes de travail que des processus organisationnels. Puis Linda, avec ta question, je pense que ça fait un petit lien à ça qui parle, Linda, que les syndicats aussi, c'est un obstacle. Oui, évidemment. Puis les syndicats et les fonctions publiques, par exemple, les grosses organisations publiques,
je vois que tu m'as réécrit, Linda, là, je vais relire, mais ont des processus extrêmement rigides, qui sont durs à flexibiliser. Puis de flexibiliser l'entreprise dans un milieu inclusif, c'est une situation organisationnelle désirée. Ceci étant dit, ce n'est pas nécessairement facile, dépendamment du milieu, PME, grande entreprise, milieu rural, milieu urbain, de se rendre à cette situation organisationnelle désirée-là. Puis deux des forces restrictives qu'on voit, puis je les ai nommées tantôt, c'est les forces systémiques et les forces comportementales. Évidemment, moi, je vous parle avec une perspective de psychologie du travail, donc de milieu organisationnel, parce qu'il y en a d'autres obstacles, travail-famille, la transition école-organisation aussi, et il y en a plein d'autres. Évidemment, ça, c'est pas dans mon champ d'expertise. C'est pourquoi je garde cette perspective-là. Puis, dans ces forces restrictives-là qui nous empêchent d'aller vers cette situation désirée-là, il y a les obstacles systémiques comme, par exemple, les processus organisationnels extrêmement rigides qu'on peut retrouver dans les grandes fonctions publiques ou les syndicats aussi, avec les conventions collectives et tout ça, qui sont durs à flexibiliser, comprenablement. Puis, les obstacles comportementaux, là, tantôt on parlait de préjugés et tout ça. Donc, si j'avais à classer un peu ces syndicats-là, puis comme tu parles, Linda, puis je vais y revenir encore une fois, mais je mettrais ça un peu dans les forces restrictives systémiques d'un œil plus grand. Ensuite de ça, par contre, puis ça, je pense que c'est, si vous ressortez avec une chose de ce webinaire-là, c'est que des forces motrices, il y en a. Il y en a au Québec. On n'est pas totalement découragé, même si les statistiques sont aberrantes. Mais je pense qu'une des premières choses qu'on peut faire en tant qu'employé, Brett, tu m'as posé la question, mais aussi en tant qu'employeur, en tant que citoyen, citoyenne, c'est de prendre position face à la différence dans son entreprise. Puis oui, là, je parle de situation de handicap invisible, mais en général, c'est de se dire, je veux travailler pour une organisation inclusive, je veux être une organisation inclusive. Je pense que la différence peut apporter justement beaucoup de choses à mon organisation, sens de fierté, cohésion d'équipe, tatata. Puis une fois que cette prise de conscience-là est faite, cette sensibilisation-là est faite, puis il y a des programmes qui peuvent aider, par exemple, un employeur à prendre position face à la différence. C'est une des forces motrices majeures au Québec, c'est d'établir un partenariat avec un organisme spécialisé. Il y a un tableau qui va vous être remis, là, justement, lors du mandat l'année passée. On avait mis tous les programmes qui étaient disponibles. Avec ces programmes-là, les centres d'emploi Projet chez vous peuvent vous aider. Ils vont vous dire comment avoir accès aux contrats d'intégration au travail, aux subventions salariales, tout ça. C'est le point de départ de créer une organisation inclusive, un espace plus inclusif. Ça va vous donner des outils, je pense. Ça te donne des outils, puis on a des beaux programmes au Québec pour ça. Ensuite de ça, j'ai mis, c'est ça le point d'exclamation de mon PowerPoint, j'imagine, en tout cas j'espère, parce que c'est pas super professionnel, mais c'est d'être créatif. Pourquoi? Parce que des fois, en organisation, ça peut devenir, ça devient du cas par cas, puis je pense qu'une fois qu'on a pris position face à la différence, qu'on a établi un partenariat, des fois, il faut rester ouvert à remodeler des postes, embaucher 2 personnes à temps partiel plutôt qu'une personne à temps plein, puis séparer les tâches selon les capacités de la personne. Puis, si j'avais à faire un wrap-up de tout ça, il nous reste 1 minute, même pas, c'est les types d'approches qui sont mises de l'avant quand on veut former une organisation inclusive. C'est des approches qui sont avantageuses pour tous. L'approche par la force, les approches appréciatives où on regarde la capacité des employés et des équipes de travail plutôt que leur incapacité. Bref, ça pour dire qu'on a beaucoup à apprendre en étant des organisations inclusives. Puis, les prochaines étapes qu'on a à entreprendre ou à entreprendre, c'est d'aller voir comment est-ce qu'on fait pour minimiser les forces restrictives organisationnelles. Actuellement, les syndicats, comment est-ce que ça se flexibilise, les fonctions publiques et tout ça, les obstacles comportementaux aussi, comment est-ce qu'on développe les compétences empathiques dans les équipes de travail, justement, face à la différence et tout ça. Donc, ça, c'est dans les prochaines étapes. D'ailleurs,
c'est sur quoi ma thèse porte. Si vous êtes intéressé à participer comme participant, à donner votre perspective comme employeur, directeur, directrice d'OSBL, employé qui vit une situation handicapante, vous pouvez m'écrire, là, vous allez avoir mes coordonnées, puis je peux vous en dire un petit peu plus là-dessus. Sinon, merci énormément de votre écoute. Merci de porter un intérêt à ces sujets-là. C'est vraiment cool. Puis, voici les références pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil. Puis, je laisse la parole à Renaud, je crois, pour la période de questions. Alors, merci Charles pour cet exposé. Plein de nouvelles perspectives, plein de nouveaux concepts qu'il faut regarder. Puis, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la simplicité avec laquelle tu as présenté là, ces concepts qui sont relativement assez complexes, finalement. Alors, il y a quelques questions qui ont été soulevées. On pourrait peut-être passer là, à une des questions qui a été soulevée par Brett, c'est qu'est-ce que les employés peuvent faire pour se coacher entre eux autres? Puis, quelle est l'importance d'être vigilant à des situations là, qui devraient peut-être être soulevées lorsqu'on parle là, des handicaps invisibles puis l'inclusivité en milieu organisationnel? Oui. Puis, je vous donne, je réponds à la question. C'est une question vraiment pertinente, Brett. Puis, je pense qu'il y en a des choses à faire. Un des beaux mouvements qu'on voit dans les milieux universitaires, en fait, là, c'est vraiment des mouvements qui sont, je vais utiliser le terme anglais parce que je ne sais pas c'est quoi en français, mais des mouvements qui sont bottom-up. Souvent, dans les milieux de travail plus hiérarchiques, c'est ce qui va être le plus fonctionnel ou pragmatique, puis c'est de voir comment est-ce que je peux faire comme employé pour créer une équipe de travail, me choisir des champions puis des gens que je sais qui vont triper sur le projet, qui vont vouloir travailler dans la même direction que moi, puis comment est-ce qu'on fait pour, en partant comme employé, de se dire comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser les gens autour de nous, puis comment est-ce qu'on fait pour rendre ça important aux yeux aussi de l'employeur et tout ça. Je t'invite à aller voir justement des recherches universitaires là-dessus qui se passent dans les universités, puis c'est les professeurs qui se créent des groupes ad hoc, des comités ad hoc pour qu'il y ait justement plus de diversité à l'université, par exemple. Sinon, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler, surtout si vous connaissez les principes de communication non violente et tout ça. Un des dangers avec le handicap invisible, c'est que justement, vu que c'est invisible, on n'en parle pas, on ne le voit pas, puis ça gêne, mais de le nommer, puis de faire sentir cette ouverture-là aux personnes qui vivent un handicap, je pense que c'est la meilleure affaire à faire. Puis là, je parle comme ça, psychologue aussi, probablement un peu, mais de sentir cette ouverture-là auprès des autres, je pense que c'est en soi, c'est extrêmement, extrêmement puissant, puis c'est extrêmement significatif probablement pour une personne que, à quelques endroits dans sa vie, n'a pas senti cet espace-là. Fait que c'est de ne pas avoir peur d'en parler, d'être ouvert, je pense. Merci. Merci, Charles. Oui, t'en prie. Pour finir, Brett, il y avait aussi cette question-là là, pour les États-Unis, mais le concept de handicap invisible vient des États-Unis. Là. Même que je dirais qu'on a beaucoup à apprendre sur les conceptualisations du handicap invisible parce que ça vient des Disability Studies qui sont beaucoup plus avancés aux États-Unis que nous. Nous, ça n'existe même pas, cette branche d'études-là. Ici, au Québec, où ça commence, là, ça s'appelle les études critiques du handicap, mais c'est très, très mince encore. Fait que, bref, c'est un concept qui vient des États-Unis. Puis je t'invite à aller voir là, sur Google Scholars, le concept de Invisible Disabilities est beaucoup plus connu aux États-Unis, même en Ontario, dans les milieux anglais. Il y a quelques personnes, Charles, qui ont soulevé des idées par rapport à des obstacles majeurs. On parlait là, des personnes peut-être qui vivent avec des douleurs chroniques, puis qu'il y a peut-être des situations qui se passent lorsqu'il y a des évaluations médicales qui se font. Aussi d'autres genres de barrières qui sont par rapport avec les syndicats que tu as mentionnés, puis aussi peut-être les niveaux de polyvalence qui sont exigés aujourd'hui des employés. Est-ce que tu as peut-être des petits mots rassurants à leur parler? C'est un peu le combat éternel, je pense, ces questions-là. Puis c'est pour ça que je disais que c'était hyper pertinent là, de voir ces questions-là. Puis c'est pour ça que j'ai mis à être créatif. C'est vraiment plate comme réponse. Puis c'est pour ça que je fais un projet de recherche là-dessus parce qu'elle est vraiment complexe, la réponse. Puis ça prend beaucoup de perspectives. Puis une personne dans son labo tout seul ne peut pas répondre à cette question-là. Puis c'est pour ça que je fais une recherche
intervention qui comprend beaucoup, beaucoup de gens du terrain et beaucoup d'expertise pour essayer de comprendre la racine du problème puis agir dessus. Parce que comment est-ce qu'on peut flexibiliser des domaines qui sont connus pour être très rigides, justement, puis, ou justement demander beaucoup de compétences, beaucoup de capacités, beaucoup de... je pense que la première des choses, puis je l'entends beaucoup dans mes entretiens en ce moment, surtout des directrices d'OSBL, des employeurs, c'est il faut une ouverture. Il faut une ouverture, il faut qu'on en parle parce que sans ça, les gens ne sont pas prêts à mettre du temps dans justement la flexibilisation des processus organisationnels puis tout ça. Puis c'est la moindre des choses, c'est cette ouverture-là face à l'importance de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ouais. Alors, oui, effectivement, il y a beaucoup de travail, mais comme tu l'as mentionné aussi, il faut quand même être optimiste. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Puis, il y a beaucoup d'organismes à but non lucratif. Il y a eu un commentaire qui passait qu'on on a essayé, on a pris des démarches, mais ça a été difficile d'avoir un contact de soutien. Alors là, vous êtes à la bonne place, mesdames, messieurs, pour rejoindre notre organisation, notre projet, entre autres aussi là, par l'entremise avec Marussia ou avec Sphère en mentorabilité. Alors, vous allez avoir des communications. On est là pour offrir du support aux employeurs. Une dernière petite question. Est-ce qu'il y a des aides financières disponibles pour les personnes concernées? Les personnes concernées étant probablement les personnes en situation de handicap? Oui, c'est ça, oui. Oui, puis pour revenir à ce que tu as dit, Renaud, oui, il y a une problématique qui existe aussi, c'est dur pour un employeur des fois de se retrouver à travers ce domaine-là parce qu'on en parle peu, mais une fois que vous tombez sur une aide, pour vrai, les gens qui sont dans ce milieu-là, puis comme consultant externe, je le vois, c'est des gens passionnés, c'est des gens qui veulent, qui croient en ce en quoi je crois, puis ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Fait il y a beaucoup, beaucoup d'histoires à succès. Tu sais, on en a pris 2 aujourd'hui, mais il en pleut, là, il y en a vraiment beaucoup. Ça pour dire, est-ce qu'il y a des aides financières? Oui, il y a des aides financières beaucoup plus que l'on croit. Un des gros obstacles au Québec, c'est qu'on ne les connaît pas, ces aides financières-là. Les employeurs les connaissent peu, mais justement, je pense qu'en contactant les centres d'emploi projet chez vous, ou j'ai mentionné le ROSEF, regardez les organismes qui sont membres du ROSEF, il y en a probablement pas de chez vous, puis eux vont vous dire exactement, Sphère va vous dire exactement voici l'aide financière auquel tu aurais accès, puis voici comment aller la chercher, quel type de support on peut t'offrir, puis tout ça. Puis, parce qu'il y en a, là, il y en a de toutes sortes des aides financières qui sont, lorsqu'utilisées par les employeurs, là, extrêmement appréciées souvent, puis très utiles. Puis voilà, oui, c'est la réponse à la question. Alors, merci. C'est sûr qu'au niveau là, de l'information puis la diffusion d'informations, c'est toujours complexe. Là. Il reste encore plusieurs questions. On se fera un plaisir de pouvoir les adresser individuellement, Marussia et Charles. Vous allez avoir des devoirs là, pour le restant de la fin de semaine, semblerait. Là. Renaud, est-ce que c'est possible de... Il y en a une que je trouvais vraiment intéressante aussi, là, pour le diagnostic, une question de Hortense. Tout à fait. Oui, vas-y, c'est en prie. Parce que c'est ça, je trouvais ça particulièrement intéressant, puis c'est une question qui m'a beaucoup habité dans mon projet de recherche. Est-ce que je prends situation de handicap? Est-ce que j'utilise les termes du gouvernement comme personne handicapée, tout ça? Puis, je vais répondre de mon opinion là, très personnelle. Moi, quand je parle de personnes en situation de handicap, j'utilise ce terme-là parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui vivent des situations handicapantes qui ne sont pas reconnues. Donc, et malheureusement, ça prend souvent un diagnostic pour soit faire partie d'une organisation qui va soutenir un emploi ou avoir accès aux fameuses, justement, de subventions salariales ou au contrat d'intégration au travail. Il faut ce diagnostic-là. Puis, ça peut être difficile d'avoir ce diagnostic-là auprès d'un médecin. Puis, ça peut être difficile pour les personnes aussi de dire « OK, je vais cocher personne handicapée sur la feuille. » tu sais. Fait qu'il y a vraiment comme une espèce de séparation-là aussi qui existe. Je pense que c'est pour ça qu'il faut aussi être ouvert à la possibilité de se dire les gens peuvent s'auto-diagnostiquer ou s'auto-déclarer j'ai une situation handicapante, tout ça. Puis, il y a aussi des organismes, par exemple, qui vont aider les personnes, même s'ils n'ont pas de diagnostic là, médical, par exemple. Donc, voilà, mais c'est une question super intéressante. Ouais. Okay.
Merci. Alors, Charles, il y a certainement certaines autres questions que peut-être des gens qui ont aussi demandé de vouloir collaborer avec toi, des gens de Sherbrooke, des ergothérapeutes. Alors, c'est sûr que le fil de conversation est préservé et on pourra suivre à répondre. Parfait. Alors, oui, parfait. Alors, pour respecter notre horaire, s'il vous plaît, veuillez, s'il vous plaît, tous rester à l'écoute pour les brèves annonces et pour remercier officiellement Charles pour son temps et son expertise, ainsi que pour Marussia. Alors, à tous les employeurs, le personnel des ressources humaines et les spécialistes de l'emploi qui êtes là aujourd'hui, nous avons organisé un défi d'inclusion mentor-habileté. Alors, pour en savoir plus, suivez dièse mentor-habileté défi inclusion pour en connaître plus. Alors, ce défi mettra les employeurs en contact avec de nombreuses ressources gratuites et les aidera à établir des liens avec les spécialistes de l'inclusion et de la diversité dans leur province. Nous publierons également notre boîte à outils sur l'inclusion, une boîte à outils pleine de politiques et de pratiques qui aidera les employeurs à mettre en place les bases pour l'implantation des pratiques inclusives dans leur milieu de travail. Alors, suivez MH Défi Inclusion ou en anglais, hashtag MA Inclusion Challenge pour avoir accès à des ressources gratuites. Alors, il reste aussi également quelques places pour le prochain webinaire du 26 novembre. Avec Anne et David Devine, nous y explorerons l'impact des préjugés inconscients et comment cela influence notre vie professionnelle. David nous parlera aussi de son expérience personnelle. Encore une fois, vous pouvez vous inscrire à l'aide du lien qui apparaîtra dans la zone de clavardage. Nous mettrons le lien, où vous recevrez aussi le lien dans le retour du courriel. Alors, un très grand merci à Charles et à Marussia pour votre temps et votre passion et votre expertise. Alors, de la part de Mentor Habileté Canada et de l'Association canadienne pour le soutien à l'emploi, ici Renaud Michel Haché, qui vous dit merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et un rendez-vous pour le 26 novembre. Alors, bonne fin de journée à tous.